Bienvenue à tous. Merci de vous être libérés ce midi pour une petite demi-heure avec nous. Donc aujourd'hui, ça va être un webinaire court sur les indicateurs d'absentéisme. Donc, quels sont les incontournables et comment les utiliser? Donc, avant de commencer, une petite présentation de qui nous sommes. C'est notre agenda d'aujourd'hui. Ensuite, les indicateurs vraiment d'absentéisme et on va avoir une période de questions à la fin. Donc, tout au long de la présentation, on vous invite à partager vos questions dans le chat. Il n'y aura pas de problème. Puis, on va pouvoir y répondre tout simplement à la fin sans aucun problème. La présentation d'abord, qui on est. Donc, je m'appelle Émy Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis maintenant, 7 ans. Globalement, mon poste, ce que je fais, c'est que j'aide les organisations à mettre en place leurs projets d'analytique RH et je suis aussi la personne qui est responsable de tout ce qui est le volet benchmarking en ressources humaines. Donc, si vous connaissez le baromètre RH, je suis la personne, ressources chez Cara, pour l'ordre des CRHA. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue André Laforge, qui est notre vice-présidente expérience employée et chef de produit enthousiaste. Vous la connaissez certainement, donc vous avez assurément déjà lu l'un de ses nombreux blogs, participé à l'une de ses conférences ou l'une de ses formations. Donc, c'est elle notre vraie personne ressource analytique RH. Donc, c'est elle également qui va vous présenter les indicateurs de performance d'absentéisme aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance, dans, tout ça, donc dans les indicateurs d'absentéisme, juste un petit point avant sur les activités à venir. Donc tout d'abord, après, notre webinaire aujourd'hui, vous allez recevoir un lien vers le sondage de satisfaction. On vous invite à y répondre en grand nombre. Tout d'abord parce que ça nous aide à nous améliorer, mais ensuite, ça nous aide également à déterminer quels seront les prochains sujets qui seront abordés lors de nos webinaires. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre. Et après ça, au courant de la semaine prochaine, vous allez recevoir la présentation qui est effectuée aujourd'hui, ainsi que le lien vers l'enregistrement. Donc, notre webinaire est enregistré. Donc, si vous voulez le revoir, vous allez pouvoir le faire sans aucun problème. Sinon, on est heureux de vous dire aussi en primeur que notre prochain webinaire va avoir lieu le 25 mai prochain. Il va porter sur les indicateurs DEI, donc diversité, équité et inclusion. Mon collègue Gauthier va vous mettre directement le lien dans le chat vers le formulaire d'inscription. Donc, si vous voulez y participer, on vous invite à y venir en grand nombre. Donc, André, je t'invite déjà à commencer sur les indicateurs d'absentéisme. Parfait. Fait qu'attends un petit peu, je vais prendre la main, que ça soit plus facile. Bon, OK. Fait que, OK, comme on va prendre, les questions à la fin, Amy, tu n'auras pas à m'arrêter? Non, exactement. Parfait. Bon, donc, avant de commencer, juste pour qu'on soit sur la même page, en termes d'absentéisme, d'absence, on catégorise, nous, les absences selon 3 types. Le premier, c'est les absences statutaires, donc tout ce qui est en lien avec les vacances, les jours fériés, les congés mobiles. Donc, absence statutaire, c'est un type d'absence, mais ce n'est pas de l'absentéisme. On va le voir tout à l'heure là, dans les formules de calcul qu'on utilise. Ensuite, on a les absences administratives. Là, on est davantage dans les invalidités, les congés parentaux, maternité, etc. Donc, absence administrative, c'est un type d'absence, mais celui-là non plus n'entre pas dans l'absentéisme. C'est le dernier type sur lequel on veut se concentrer et ce sont vraiment les absences circonstancielles. Là, ce on entend là, c'est les absences qui sont non prévues. Donc, maladie, retard, obligation familiale, raison personnelle. Ça pourrait être des absences dues à la température, des absences non autorisées aussi. Donc, c'est vraiment ces absences-là euh, sur lesquelles on devrait focuser quand on parle de taux d'absentéisme, parce que ce sont les absences sur lesquelles, en RH, on peut mettre des programmes et des initiatives pour tenter de baisser le taux d'absence circonstancielle. Donc, si on regarde maintenant les différents indicateurs de performance en lien avec l'absentéisme, il en existe beaucoup plus que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais on vous laisse vous donner un peu le goût et vous parler aussi des indicateurs qu'on voit le plus souvent chez nos clients. Donc, on va commencer avec vraiment les indicateurs d'absentéisme, mais ceux qui sont en lien avec les absences circonstancielles, donc les absences non prévues. Là, on parle du taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, il y a deux façons de le calculer.
La première façon est vraiment, je vous dirais, les meilleures pratiques. Et ce sont vraiment, c'est cette façon-là qui est indiquée là, dans la norme ISO 30414. C'est vraiment la façon qu'eux disent qu'on devrait calculer le taux d'absentéisme. C'est vraiment la somme des heures d'absence circonstancielles. Donc, pour notre période de temps, on prend la somme des heures d'absence circonstancielles et on divise par les heures prévues. OK? Donc, la somme des heures qui étaient prévues pour cette même période-là. Donc, ça va nous donner un taux d'absentéisme. Il y a une autre façon qu'on va le calculer et ça, c'est surtout par le fait que dans les organisations ou dans les systèmes d'information, les heures de travail prévues n'est pas tout le temps une donnée qui est disponible. Donc, on a une façon de contourner la façon de calculer en disant, bon, ben, au numérateur, on a encore notre somme d'heures d'absence circonstancielle, mais au dénominateur, ben, on a les heures travaillées, on rajoute les heures d'absence statutaire, donc les heures de vacances, on rajoute les heures d'absence administrative, puis on rajoute aussi les heures d'absence circonstancielle. Donc, tout ça nous donne comme le total des heures de l'organisation. Et donc, c'est probablement une approximation là, des heures de travail prévues. Comme je vous dis, on est habituellement intéressé par le taux d'absentéisme des heures circonstancielles parce que c'est là que vous pouvez cibler de faire baisser ce taux d'absentéisme-là. Là, vous allez vous dire, mais c'est quoi un bon, un mauvais taux d'absentéisme? Moi, j'ai comme une valeur là, que depuis des années, j'utilise, c'est 4. Quand on est en bas du 4 de taux d'absentéisme pour une période, on peut se considérer correct. OK? Puis quand on est au-dessus du 4 bien là, il faudrait peut-être commencer à peut-être décortiquer davantage notre taux d'absentéisme puis comprendre là, qu'est-ce qui se passe dans notre organisation. Je vais vous parler d'un deuxième indicateur de performance et celui-là, Amy va pouvoir vous donner des benchmarks. C'est le nombre de jours d'absence circonstancielle par employé. Donc là, vous voyez, on est passé de heures à jours, OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne tous nos jours d'absence circonstancielle et on divise ça par notre nombre moyen d'employés. Donc, ça va nous donner un chiffre et on pourra dire qu'en moyenne, les employés s'absentent circonstanciellement selon ce chiffre-là. Fait que pourquoi cet indicateur-là, il faut tenir compte uniquement des absences circonstancielles, c'est vraiment important. Il peut être utilisé comme une mesure complémentaire là, à d'autres indicateurs. Quand on parle de taux d'absentéisme, puis on vient dire un 4 des fois, nos gestionnaires ne comprennent pas vraiment 4. Est-ce que c'est beaucoup? Mais quand on leur dit notre nombre moyen de jours d'absence circonstancielle est à 5 jours, fait qu'ils sont capables de dire, bien, OK, en moyenne, nos employés s'absentent de façon non prévue 5 jours. Donc, pour eux, c'est plus facile de comprendre la valeur de l'indicateur. Fait que je vais laisser Amy vous parler là, des benchmarks qu'il y a dans le baromètre RH. Oui, donc ce qu'on a pu voir avec le nombre moyen de jours d'absence circonstancielle par employé, c'est que c'est un indicateur qui ne varie pas beaucoup dans le temps. Donc, ça se maintient à travers les années et c'est un indicateur aussi qui suit pas vraiment, qui n'est pas lié au cycle économique. Donc, il y a ça qui est important de le dire. Donc, on peut voir comme de quoi il se maintient toujours aux alentours de 4 jours. Il y a eu vraiment en 2021 qu'on a vu une légère diminution à 3,7. Donc, et une petite diminution entre 2019 et 2020 également à 4 jours. La manière que moi je l'interprète, c'est le télétravail. Donc, en 2020, il est arrivé vraiment la pandémie, donc la plupart des gens ont commencé le télétravail. Il y a beaucoup d'organisations qui étaient encore en présentiel puis que les gens devaient s'absenter. Donc, c'est pour ça que ça s'est maintenu quand même à 4 jours par employé. Mais en 2021, on a vu une diminution un peu, encore une fois, à 3,7. Et là, du moins, moi, je l'interprète comme étant, il y a eu le maintien du télétravail et un relâchement des mesures sanitaires. Donc, veut pas, on peut demeurer à la maison avec nos enfants malades. On peut demeurer à la maison pendant qu'on est malade, tout en continuant de travailler, alors qu'auparavant, on aurait dû s'absenter. Puis là, on l'a pas mis. J'ai vérifié ma théorie, veut pas, dans le baromètre.
Et ce que je peux voir, c'est que les secteurs où le télétravail vraiment est encore permis, donc tout ce qui va être le secteur, notamment des TI. Donc, il va être 2 fois moins élevé, le nombre de jours d'absence circonstancielle par employé, par rapport au secteur manufacturier où là, les gens ont pas le choix de se présenter au travail. Donc, le secteur manufacturier, c'est pratiquement une semaine, donc c'est 5,5 jours en moyenne par employé par rapport à 2,9 que j'ai vu, si je me trompe pas, tout à l'heure pour le secteur des TI. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une bonne différence entre les 2. Donc, voilà l'interprétation que j'en fais. Merci, Amy. Ça fait plaisir. Donc, maintenant, si on regarde un autre indicateur qui n'est pas très connu, OK, mais moi, un indicateur que j'aime bien quand même, surtout, je vous dirais, si vous êtes dans un domaine de chaîne de production, dans un domaine où plus il y a d'absence, plus ça devient compliqué pour faire la planification du travail. Donc, c'est le facteur de Bradford. Plus la valeur est élevée, plus les absences des employés causent des perturbations à l'organisation. Donc, le facteur de Bradford permet d'identifier les employés avec des schémas qui requieraient d'analyser davantage ce qui se passe. Ce qu'on fait avec le facteur de Bradford, c'est qu'on prend le nombre total d'occurrences d'absence. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'absente, c'est une occurrence. Qu'il s'absente 10 jours ou 5 jours ou une journée, c'est une occurrence d'absence. Donc, on prend le nombre total d'occurrences et on le met au carré et on multiplie ça par le nombre total de jours d'absence. Là, vous allez me dire, ça a l'air un petit peu compliqué, mais je vais vous montrer un exemple, OK? J'ai fait un petit exemple ici du facteur de Bradford pour 2 employés. Et vous allez voir là la différence. J'ai Jean-Luc qui a pris 9 jours de congé de maladie, puis 4 sont d'une durée d'une journée, puis il en a pris une autre de 5 jours consécutifs. Donc, son nombre d'occurrences d'absence, c'est 5. Et la durée totale, 4 jours, 4 fois une journée plus 5 jours, ça fait 9 jours. Donc, si je prends le facteur de Bradford, je fais 5 au carré multiplié par 9, ça va me donner 225. Au contraire, si je prends maintenant Lucie, qui, elle avait 15 jours de congé de maladie. Donc, quand je regarde seulement en nombre de jours de congé de maladie, je regarde Lucie et Jean-Luc. Jean-Luc, 9 jours, Lucie, 15 jours, je serais portée à dire que Lucie s'absente beaucoup plus que Jean-Luc, son taux d'absentéisme serait plus élevé. Cependant, Lucie, c'est 3 blocs de 5 jours consécutifs. Donc, on pourrait penser là, qu'elle avait un biais de maladie du médecin, ce qui viendrait dire, là, elle s'est absentée 3 fois, les occurrences, c'est 3 fois, et la durée, 15 jours au total. Donc, le facteur de Bradford, dans ce cas-là, nous donne 135. Si vous êtes sur une chaîne de production, si vous êtes dans le manufacturier, sachez que pour un planificateur de production, Jean-Luc est beaucoup plus problématique que Lucie. Et on est capable de venir le voir par le facteur de Bradford et non pas par le taux d'absentéisme. Voilà ce que je voulais vous parler du facteur de Bradford. Ça ne s'applique pas dans toutes les organisations, mais ça peut être intéressant là, si vous êtes un manufacturier. On va passer maintenant, OK, dans d'autres indicateurs. Là, on avait les indicateurs qui sont en lien avec les absences circonstancielles. On va regarder maintenant les indicateurs qui sont en lien avec les absences administratives. Donc, tout ce qui est en lien avec l'invalidité, congés parentaux, etc. Donc, dans le baromètre RH, on a un indicateur qui s'appelle le nombre de jours d'invalidité par employé. Là encore, on prend le nombre de jours d'absence en invalidité et là, ici, on ne fait pas de distinction entre les invalidités psychologiques ou les invalidités physiques. On prend toutes nos invalidités et on divise par notre nombre moyen d'employés. Et là, ça va nous aider à se comparer d'une année à l'autre, d'une période à l'autre pour voir si notre nombre augmente. Je vais laisser Amy maintenant vous parler du benchmark de l'ordre des CRHA. Oui, donc dans le baromètre RH, on peut le suivre, les invalidités, mais là, c'est tant invalidité, psychologique que physique et là, c'est en moyenne toujours autour des 4,5 jours au courant des dernières années. On a été un peu surpris par le résultat, étant donné comme de quoi Statistique Canada a révélé qu'il y avait une forte augmentation des absences d'invalidité psychologique. Donc, on s'attendait de voir une hausse, chose qu'on n'a pas vue dans le baromètre RH.
Toutefois, étant donné comme de quoi ce sont les invalidités psychologiques et physiques, on s'est dit que peut-être qu'il était possible que de son côté, les invalidités psychologiques augmentent, mais étant donné le télétravail, peut-être que les invalidités physiques également se diminuent. Donc, c'est possible que ce se soit maintenu à cause de ça. Mais globalement, les invalidités par employé, selon le baromètre RH, se maintiennent à 4,5 jours en moyenne au courant des dernières années. Puis, Amy, on voyait aussi des différences par secteur d'activité. Oui, effectivement. Le plus haut qu'on avait vu, et là, j'ai été surprise, c'était le secteur financier qui avait environ 9 jours d'invalidité par employé. Là, on dit comme de quoi peut-être que c'est en lien justement avec les hausses affirmées par Statistique Canada pour les invalidités psychologiques. Il y a le secteur, des TI qui nous a surpris, qui était quand même très bas. C'était à 2,7 là, mais je m'avance. Si vous êtes abonné au baromètre, je vous invite à aller regarder justement les différences entre les secteurs. Et le secteur, manufacturier, il se maintenait quand même autour du 5 jours également, là, donc vous pouvez aller le voir. Super, merci. Un indicateur qui pourrait donc être intéressant, étant donné ce qu'on entend là sur davantage d'invalidité psychologique selon Statistique Canada. Puis c'est un indicateur dont je vous avais parlé lors de nos précédents webinaires. Là. C'était un de mes indicateurs chouchous pour l'année 2023. Le taux d'incidence de l'invalidité psychologique. Donc, à ce moment-là, on vient prendre notre somme d'employés qui sont absents en invalidité psychologique et on divise par notre nombre moyen d'employés et ça va nous donner notre taux d'incidence. Vous voyez, on a mis cette petite statistique-là. Là. 38 des employés aux prises avec des troubles de santé mentale ne le disent pas à leur gestionnaire. Donc, ça vient, fait que c'est très, très difficile à ce moment-là d'enligner nos employés vers les programmes d'aide. Fait que, tu sais, ça fait en sorte probablement que le taux en invalidité va augmenter là, si on n'est pas capable de les aider avant vraiment qu'ils soient en arrêt de travail. Fait que ça, c'est un indicateur qui est intéressant à calculer. Aussi, OK? Et là, ça aussi, j'en avais parlé un peu lors là, du webinaire sur les incontournables pour 2023, mais je parlais plutôt du pourcentage d'employés actifs, mais on pourrait regarder aussi notre pourcentage d'employés inactifs. Donc, ce qu'on vient faire, un inactif habituellement, ça va être quelqu'un on n'a pas brisé le lien d'emploi avec lui. Donc, on ne l'a pas terminé au sens de la loi. Il y a encore le lien d'emploi, mais il est en inactivité, soit parce qu'il est en invalidité ou il est en congé parental. Donc, notre pourcentage d'employés inactifs pourrait être intéressant à suivre, puis de regarder d'une période à l'autre, parce que quand on a un pourcentage d'employés inactifs qui augmente, bien, on serait peut-être porté à se dire, bien là, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en place dans notre organisation pour ça. C'est sûr qu'on ne veut pas prévenir les congés parentaux, mais tout ce qui est en lien avec l'invalidité, surtout l'invalidité psychologique, bien, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire dans notre organisation. C'est pour ça que c'est important, quand on a notre nombre d'employés inactifs, de vraiment faire, puis là, j'ai fait une petite pointe de tarte, là, vraiment venir dire, ben OK, je n'ai tant qui sont en parental, tant qui sont en maternité, tant qui sont en invalidité psychologique, puis un autre pourcentage en invalidité physique. Ces pourcentages-là là, sont complètement fictifs. Là, OK? Ce n'est pas des pourcentages là, qui ont été pris dans aucune organisation ou des moyennes, c'est vraiment très fictif. Mais en voyant ça, vous vous dites, ben invalidité psychologique, on a vraiment peut-être quelque chose qu'on peut faire dans notre organisation, peut-être un programme qu'on peut mettre en place, peut-être davantage parler de notre programme d'aide aux employés. Fait que vous voyez, c'est important là, de venir vraiment segmenter nos employés inactifs. Fait que voilà, hey, on est allé vite pour une fois. On va pouvoir, Ouais, c'était le on fun, va là, pouvoir, ben, on va pouvoir commencer la période de questions. Moi, oui, je pense que je commencerai par ça, puis après ça, oui, une fois que ça sera terminé, on en reviendra là-dessus. oui. Il y a tout d'abord quelqu'un qui nous dit: Je suis surpris que vous n'incluez pas l'invalidité dans votre calcul de l'absentéisme. C'est pourtant ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux fait dans ses rapports.
Bien, ça dépend de quelle invalidité. Moi, je parle de l'invalidité long terme, là. Donc, l'invalidité long terme ne devrait pas être calculée dans votre taux d'absentéisme. L'invalidité court terme, c'est une décision que vous pouvez prendre de l'inclure ou pas. Fait que moi, je vous dirais ça, l'invalidité long terme, je n'ai jamais vu ça là, dans un calcul de taux d'absentéisme. Mais bon, si les ministères de la Parce que, Santé le fait, ils peuvent le parce que faire. la personne est inactive en tant que telle. Et c'est Mais, important, l'invalidité long ouais, terme mais dans le est court inactive. terme, elle peut être mis inactive aussi, OK, dépendamment, dépendamment de ce que vous avez. Tu sais, dans les organisations, dans les grandes organisations, on a l'invalidité court terme. Dans les plus petites organisations, ça n'existe pas souvent, OK? On a seulement des assurances pour l'invalidité long terme. Ouais, qu'est-ce que là, je vois des Oui, bien là, questions, c'est là. ça, hein, Ouais, ça, c'est ça. ça s'en venait, c'est ça. C'est ça. Ben, écoute, court et long terme, ça dépend de votre organisation, OK? J'ai vu, moi, du court terme là, qui était 3 semaines, 4 semaines, puis à d'autres endroits, le long terme commence plus tôt. Ça dépend vraiment. Vous regardez vos assurances, là, puis vos assurances, c'est là-dedans qu'ils vont ils vont vous le dire. Tu sais, je sais que quand on compare les entreprises publiques versus les entreprises privées, c'est pas en toute la même affaire, là. Parfait. Ensuite, dans les questions qu'on a, incluez-vous les accidents de travail dans les invalidités? On, il devrait être à part, là. Il devrait être à part, mais oui, ça devrait être inclus là, quand vous avez justement des accidents de travail, ça devrait être inclus. Puis là, à savoir, les gens, des fois, me demandent est-ce que je calcule dans mon taux d'absentéisme? Bien, vous pourriez peut-être calculer la première journée là, d'absence de l'employé dans votre taux d'absentéisme, mais le reste, quand il est parti en CNESST, là, bien là, vous n'avez pas besoin de l'inclure dans votre taux d'absentéisme, mais vous pouvez l'inclure là, dans votre pointe de tarte d'inactivité. Euh, le temps supplémentaire repris est représenté dans laquelle des catégories d'absence? Mais ce n'est pas une catégorie. Ben, j'imagine comme de quoi c'est une banque de temps, puis là, si la personne s'absente puis qu'elle reprend son temps. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, la Ben, question. le temps supplémentaire, pour moi, c'est d'autres types d'indicateurs. Je ne suis pas sûre que je comprends, moi, là, qu'est-ce que la personne veut dire. Ben, le temps supplémentaire repris est représenté dans laquelle des catégories d'absence. Fait que je fais du temps supplémentaire dans le but de prendre mon vendredi l'après-midi, mettons, de congé. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, la question. OK. Est-ce OK. que, Charlie, vous pourriez confirmer justement qu'il s'agit bel et bien de la question dans le chat? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, parfait. J'ai bien interprété la question. OK. Mais, tu sais, là, à ce moment-là, la personne a fait du temps supplémentaire. Fait que ça vient augmenter votre taux. Puis là, on n'en a pas parlé des indicateurs de temps supplémentaire. Est-ce que vous la payez, cette personne-là, en temps supplémentaire? Si vous ne la payez pas, OK, puis que c'est rien pour moi, c'est comme un congé mobile, là. Puis ça ne devrait pas rentrer dans le taux d'absentéisme parce que si la personne, c'est une entente qui a été prise avec le patron, là, tu sais, je vais travailler plus tard ce soir parce que demain, je ne serai pas là. Moi, je ne compte pas ça dans le taux d'absentéisme, là. C'est ça qu'on veut dire? Parce que veux pas, dans les heures de travail prévues, les heures qu'elle a travaillées, ils étaient déjà planifiés aussi, veux pas. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, tu sais, puis si c'est du temps supplémentaire rémunéré, ben là, tu sais, là, on vient mêler des trucs, là. Mmh. C'est une absence statutaire, en fait. Exactement, Daniel Bergeron, je suis d'accord avec toi. Donc, ça rentre vraiment dans ce que j'appelle les congés mobiles, là. OK. OK. Ensuite, invalidité psychologique, invalidité physique. Lorsque la cause d'absence est mixte, comment procédez-vous? Vous en tenez au diagnostic principal. C'est ce que je ferais. Je m'en tiendrais au diagnostic principal. Cependant, c'est sûr que là, puis honnêtement, dans les systèmes RH que j'ai vus, on ne distingue pas les types d'invalidité. Il faut creuser plus loin pour voir physique, tu sais, fait que là, il faut aller vraiment dans l'information de l'assureur.
Puis, tu sais, là, ça devient plus touché. Mais moi, j'irais avec le diagnostic premier. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui a un cancer puis il fait en plus une dépression, tu sais, j'irais plus dans le physique en premier, là. Quels autres congés doivent être exclus du taux d'absentéisme? Vacances, congés planifiés? Ben, les vacances, c'est sûr, c'est difficile à Oui, repousser en service oui, administratif. c'est ce Congés que, planifiés, tu sais, quand on a défini les 3 types d'absence, OK, il y avait les statutaires qui étaient bons, les vacances, les fériés puis les congés mobiles. On avait aussi, les administratifs ne devraient pas être là-dedans. Là, dans les circonstanciels, OK, je vous ai fait une liste. Cependant, OK, on va avoir des organisations, puis là, je vais parler du secteur public où il y a toutes sortes de types de congés, OK? Par exemple, là, un congé pour faire du bénévolat, puis un congé pour faire ci, puis un congé pour faire ça. Eh, ces congés-là, comme c'est des congés qui sont payés et permis par l'employeur, là, vous devez prendre une décision, on les inclut ou on les inclut pas. Mais habituellement, ils ne seraient pas inclus dans le taux d'absentéisme. Ce qu'on va venir inclure dans le taux d'absentéisme, c'est tout ce qui n'est pas prévisible. Fait que je ne sais pas si ça vous donne un guide, là. Mais habituellement, là, nous, quand on implante notre solution, on regarde avec vous les absences, puis on s'assure de venir bien les codifier pour dire, bien, ça, c'est une absence qui devrait compter dans votre taux d'absentéisme ou pas. Euh, je sais cependant que, tu sais, quand on parle de Statistique Canada, ils vont aller compter tous les types d'absences circonstancielles, là, OK? Donc, vraiment, les maladies, même si c'est des maladies payées, même si vous avez 9 jours de maladies payées dans votre organisation, ils vont le compter dans le taux d'absentéisme. Et moi, je serais portée à le compter aussi pour pouvoir vous comparer, OK, avec les autres organisations. Voilà. j'essaie de lire la question. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, des fois, l'absentéisme pour des raisons psychologiques n'est pas déclaré ou déguisé sous forme physique. Comment peut-on faire la distinction? Ah, là, ben, je suis pas, tu sais, je suis pas devin, puis vous ne l'êtes pas non plus. Vous ne l'êtes pas non plus. Mmh. Voilà, donc c'est super. On n'a pas d'autres questions. André, y a-t-il des questions que tu reçois généralement auxquelles on n'a pas répondu en Dans lien le avec taux l'absence? écoute, ben, le taux d'absentéisme, là, n'est pas mesuré partout, OK? Hem Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits, puis là, quand on parle d'horaire flexible, quand on parle de, tu sais, je veux faire ma semaine dans 3 jours au lieu de la faire en 5 jours, mais je travaille plus. Tu sais, quand on est dans des secteurs d'activité où les horaires sont flexibles, où les gens n'ont pas à, euh, tu sais, il faut qu'ils disent quand ils sont absents, mais ils n'ont pas besoin de comptabiliser leurs heures comparativement à une usine ou un fabricant où là, faut, tu sais, on punch, là, les gens punch. Dans ces cas-là, l'absentéisme est souvent suivi, mais dans les endroits où on a du travail flexible, ben, l'absentéisme, le taux d'absentéisme, comme il a été présenté, n'est pas suivi. On va suivre cependant le nombre de jours d'absence, invalidité, ça va être suivi. Mais l'absentéisme, je vous dirais que c'est davantage suivi dans les endroits où les gens sont vraiment euh, timés, si on veut, là, où on vient vraiment chercher le temps de travailler là, presque à la minute près, là. C'est ce que je pourrais dire là, sur l'absentéisme. Ce n'est pas suivi partout. Non, puis j'imagine que les organisations où les gens sont principalement en télétravail, ça devient encore plus difficile de le suivre, étant donné qu'il y a des gens qui commencent plus de bonne heure le matin pour finir plus tôt. Il y a Oui, d'autres gens oui. qui travaillent le soir, donc c'est plus difficile. Aussitôt que c'est travail flexible, les gens ne voient pas l'intérêt à calculer un taux d'absentéisme.
Donc, c'est ce qui va conclure. Puis pour une fois, on finit à peu près dans les temps. Donc, Yeah. merci d'avoir passé une demi-heure avec nous. Comme je vous ai dit au début, après le webinaire, vous allez recevoir aujourd'hui le lien vers le sondage. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre pour nous orienter pour nos prochaines activités. Et la semaine prochaine, vous allez recevoir la présentation ainsi que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Puis, on vous invite également à vous joindre en grand nombre à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 25 mai prochain sur les indicateurs DEI, donc diversité, équité et inclusion.